pas ce que c'est ça. T'es fait pour ça, hein. Pour information, vous êtes 65 en ligne actuellement, hein. Il y a eu 180 personnes inscrites pour cette conférence et pour le moment 65 en ligne. Super. Hein, la conférence est enregistrée et je vous enverrai le lien de l'enregistrement aux intervenants ce soir ou demain matin pour les personnes qui l'auraient éventuellement raté et qui voudraient la revoir. Ok, merci beaucoup. Super. Oui, parce qu'on a là, on a une suractivité à la maternité, donc je pense à la conception, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir se connecter. Là. Bonjour, je me permets juste de vérifier que ça marche parce qu'on a été obligé de changer d'ordinateur sur Nord, Julie et Cornélie. Ouais, ça marche. Hein. Ça marche très bien. Je vois pas. Top. Caroline, est-ce que Caroline Perronel, elle est connectée? Oui, salut, ça marche. Ouais, j'ai testé avant. Ouais. Ton topo, il est trop long, tu pourras aller vite? Oui, oui, je vais aller vite. Ouais. Cette diapo, c'est pas possible. Ça marche. Mais je suis sûre que c'était hyper intéressant. Mais... Je vais dire vite. 15 minutes. Vous entendez? On va pouvoir commencer. Alors, donc, bonjour à tous et donc bienvenue pour cette première. Merci à Florence Bretel et à Caroline Perronel de m'avoir invité pour modérer la session. C'est une séance inaugurale. Je félicite le réseau parce que c'est quand même une initiative nouvelle et ça donne une nouvelle dynamique et ça témoigne de la grande vitalité des forces vives dans la région. Et c'est vrai qu'on est tous un peu dans nos coins et on attend tous la guerre atomique, mais bon, on est un peu isolés et ça fait du bien de. C'est peut-être une nouvelle façon de travailler, de se voir. Voilà. Merci aussi pour le réseau, pour toute l'organisation, notamment à Michel Marco et à Aline Sinoès. Je sais qu'elles ont beaucoup travaillé derrière pour avoir les enquêtes, l'organisation et les données. Et donc, on remercie aussi la société Invivox avec Julien Delpech qui nous a aidés. Bon, là, ce soir, je crois, on est plus de 150 inscrits, c'est 140 inscrits, on est 80 participants. Et c'est un peu grâce à vous. Et également, docteur Cyril Deveau, qui est gynécologue obstétricien, PH au centre hospitalier de Cannes, chez Olivier Toulalan. Voilà, deux infos que je remettrai à la fin également quand tout le monde sera là. Très important. La première, c'est Sophie Tardieu qui va vous envoyer dans les jours qui suivent une enquête. C'est facile à remplir sur ordinateur sur l'engagement
des professionnels de santé au sein de la périnatalité. Et une deuxième enquête aussi pilotée par Florence Bretel sur les cas que vous avez dans la région. Florence, peut-être tu préciseras plus tard. Donc, très important qu'on remonte et on donne tous ces datas pour que Florence puisse les colliger pour qu'on ait un peu des données sur notre région. Les questions, alors vous pouvez les mettre en chat à côté, on les posera à la fin. Et on va commencer donc avec Franck Maubiel, gynécologue obstétricien, centre hospitalier Toulon. Franck a aussi une casquette de, je ne sais pas comment on dit, de santé publiste. Voilà, vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait parce que tu as donné beaucoup de recommandations, de tips. C'est vraiment super. Voilà, à toi, Franck. Merci. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis effectivement praticien hospitalier à Toulon, à la maternité, et donc je m'occupe en particulier des protocoles comme membre de la coordination au sein du réseau. Donc comme vous avez dû le recevoir partout, on a fait des fiches réflexes pour résumer un peu toutes les recommandations qu'on recevait un peu de toutes les sociétés savantes, et qui étaient parfois contradictoires. On a essayé de tout synthétiser, au moins ce qui était consensuel. Et donc, on a fait des fiches réflexes dont je vais vous présenter une qui concerne les transferts materno-fœtaux dans le réseau, parce qu'il nous semblait intéressant d'insister là-dessus, parce qu'il y a des notions un petit peu différentes pendant cette période d'épidémie par rapport aux transferts. Je ne vais pas parler des transferts... Il y a un effet Larsen, excuse-moi, Franck. Est-ce que tu peux parler un peu plus près de ton micro? Je crois que c'est ça le micro, là, c'est mieux? C'est un peu mieux. Ça résonne un peu. Désolé. Pas grave. Je ne sais pas si je peux faire mieux. Donc, je ne vais pas parler des transferts materno-fœtaux pour les motifs habituels chez des patients qui ne sont pas infectés. On va insister surtout sur les femmes qui sont infectées ou suspectes. Et dans ce cas-là, la différence par rapport aux transferts materno-fœtaux habituels, c'est qu'il y a une différence entre les formes modérées et les formes sévères de l'infection, parce qu'il faut prioriser les indications de transfert selon l'état de la patiente. C'est-à-dire il y a deux choses qui sont importantes dans les transferts materno-fœtaux, c'est la dimension de réanimation maternelle, donc pour laquelle il faut faire intervenir, en plus des intervenants habituels, gynéco-obstétriciens, néonatologues et le SAMU, les anesthésistes réanimateurs, parce qu'il y a une question qui concerne la réanimation et les lits de réanimation disponibles sur les lieux de prise en charge des femmes enceintes. Ensuite, selon la gravité de la forme de l'infection à Covid-19, la priorité ne sera pas la même. Donc, on a fait sur cette fiche deux parties. Sur la gauche, les formes sévères pour lesquelles il faut penser d'abord à la partie réanimation maternelle et penser d'abord au lit de réanimation disponible parce que c'est ça la priorité, c'est la survie maternelle avant l'enjeu fœtal. Et donc, dans cette optique-là, si le type de maternité n'est pas adapté, il faut peut-être penser à une extraction fœtale sur place, même si le type n'est pas adapté, pour faire en sorte que la mère survive et ensuite faire venir le SMUR pédiatrique. Alors que dans les formes modérées, on va d'abord penser à adapter le type de maternité de prise en charge de la patiente et donc éventuellement au transfert et secondairement peut-être au lit de réanimation. C'est-à-dire qu'il faut toujours, en tout cas, penser à la possibilité d'aggravation de la maladie Covid chez les femmes enceintes et donc toujours faire en sorte qu'il y ait un lit de réanimation disponible sur le lieu de prise en charge et ensuite uniquement discuter le transfert pour motif obstétrical. Les contre-indications au transfert materno-fœtal, elles sont donc habituelles, hein, c'est ceux qui sont cités dans le protocole du réseau, qui sont situés dans la bulle en bas à droite.
Mais il y a aussi les contre-indications de type respiratoire, et ça, c'est les réanimateurs qui nous disent si la patiente est du coup transportable pour un transfert materno-fœtal ou si on ne peut pas la transférer et il faut faire l'extraction fœtale d'abord, quitte à ce que ce soit dans une maternité de type pas adapté. Voilà pour ce protocole. Je crois qu'on fera toutes les questions à la fin de la session si c'est ce qu'on avait dit. Donc, il y a d'autres questions déjà. Ok, merci beaucoup Franck, c'est super. Les questions, ça sera à la fin. Donc le deuxième topo, c'est Florence. Florence, c'est à toi. Ok, super. Moi, je suis contente. Je trouve qu'on est vraiment en 2020 là. Donc, je suis hyper contente de ce webinaire. Moi, je ferai juste un point très rapide sur ce qui se passe dans la région. On peut avoir ces chiffres qui sont très exacts grâce à les 4 personnes qui sont là. Donc, Laura Miquel, Lise Préaubert, qui sont 2 gynécologues obstétriciens qui sont en télétravail. Julie Blanc, qui récupère les données de Nord. Et Aline Simoès, qui a fait le boulot pour le réseau. Donc voilà, l'idée c'était de vous dire voilà, ce qui se passe dans la région et puis de vous faire un petit retour de cas cliniques pour essayer de se préparer au mieux. Donc dans la région, 110 cas. Donc vous voyez que la grosse majorité des cas, c'est l'assistance publique et puis Marseille avec Saint-Joseph. Et là, vous avez les cas, comme ça vous pouvez regarder votre… Florence, partage l'écran. Ah bon? Florence, il faut que tu partages ton écran. Alors, remets-toi sur le Zoom. Remets-toi là. Et il faut appuyer sur appuie-toi sur la grande. Là. Au milieu, en bas, tu as un bouton vert, il y a marqué partager écran. Ouais, pourtant j'avais appuyé. Tu vois là? Là, on vous voit. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, hein? Non, il faut Alors, attends, appuyer sur le bouton partager et ensuite choisir parmi les fenêtres qui vous sont proposées, cliquez sur la fenêtre que vous voulez partager, Florence. C'est bon là, non? Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Top. On est vraiment en 2020, hein, c'est vraiment, voilà, vraiment, là on est en 2020 vraiment. Et vous pouvez vous mettre en mode diapo. Voilà, super, parfait. Donc voilà, pour vous montrer là les visions. Donc vous avez entendu là les gens qui ont permis de récupérer tous ces cas et qui ont été vraiment proactifs. Donc 76 cas sur Marseille et puis après que chacun regarde sa région. Donc nous on a plus de cas sur Marseille parce que évidemment on a l'IHU qui a prôné un dépistage quasiment systématique très précocement. Voilà, donc ça fait pas énormément de cas quand même, hein. J'ai rapporté au nombre de cas mensuels, ça fait 0,2% de femmes enceintes rapportées. Donc il y en a probablement beaucoup qui sont positives mais qui ne le savent pas. Donc, dans forme de grave, ça fait 23% de forme grave, 8% de séjours en réanimation. On a une seule patiente qui a été intubée et vous avez là 3 patientes qui sont suivies à la conception et qui ont été hospitalisées en réanimation centre et 3 patientes qui ont été dirigées sur Nord et une patiente dont Julie Blanc va vous parler dont elle va vous présenter le cas clinique. Voilà. Et après, là, vous avez les accouchements. Donc, sur les 14 accouchements qu'on a eu dans la région, une majorité de césariennes, dont 4 d'indications obstétricales, d'indications classiques, et 4 pour Covid, donc pour en général des dégradations respiratoires ou des anomalies, une pour anomalie de la coagulation et 2 également pour détresse respiratoire. Et on a eu 5 voies basses, une mort in utero, une fausse couche et des accouchements spontanés à terme, heureusement. Donc, on a quand même un taux élevé de césarienne sur nos patientes. Donc, voilà, c'était uniquement le petit point réseau sur la région. Et puis, notez vos questions, on y répondra après. Donc, ça, c'est une partie. L'épidémie n'est pas terminée, même si c'est en train de réduire. Et on reviendra vers vous pour inclure vos patientes dans une cohorte prospective pour lesquelles on vient d'avoir un CPP. Ça y est, on a eu l'autorisation aujourd'hui. Donc, on pourra tout faire dans les règles de l'art. Donc, du coup, voilà. Après, je ne sais pas qui présente après. On passe au cas clinique. Alors, on passe à Caroline. Caroline Perronel, qui est gynécologue obstétricienne, PH à La Ciotat. Ok, bonjour. Continuez, j'arrive.
Laurence, il faut que tu sortes de… Voilà. C'est bon? C'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, donc rapidement, je vais vous raconter l'histoire de notre patiente. Hop, il faut que je passe comme ça. Voilà, c'était le 2 avril 2020. On a reçu un appel du SAMU en fin d'après-midi qui nous annonçait une patiente à terme avec dyspnée et tout, mais on n'avait pas le dossier. C'est la dame qui avait son dossier avec elle. On lui a donné comme consigne de respecter le circuit Covid qu'on avait mis en place au sein de l'hôpital. Elle a donc été accueillie au sein du SAS Covid par l'équipe Covid des urgences. Et à l'arrivée, elle a une auscultation normale, des constantes normales. Il nous appelle et on dit « Ok, vous pouvez la faire monter par le circuit ». Nous, pendant ce temps, on se prépare, on s'habille, etc. Après avoir révisé le tuto, on prend en charge avec le gynéco de garde et la sage-femme de garde. On appelle une astreinte sage-femme qu'on avait mis en place pour assurer le circuit sain. Le pédiatre et le médecin anesthésiste réanimateur sont informés. Et elle arrive donc à 18h20, elle est accueillie à la maternité dans la salle d'accouchement spécifique. On prend connaissance du dossier, elle a 37 ans, elle n'a pas vraiment de comorbidité. On notera qu'elle a déjà accouché 3 fois par voie basse, un antécédent d'asthme, mais pas de crise depuis longtemps. Elle est suivie régulièrement. Elle a un diabète GESTA qui est bien équilibré et le poids fœtal estimé est au 60e percentile à l'écho du 3e trimestre. Donc, on l'évalue, elle a une tension normale, 37,2 de température, une SAT à 99%, une fréquence respiratoire qui est à 20. Et moi, ce qui m'interpelle en fait vraiment, c'est qu'elle n'arrive pas à parler. Elle n'arrive pas à aligner 2 mots sans reprendre son air. Donc, je suis un peu surprise qu'on me l'ait fait monter comme ça rapidement. Mais je l'évalue au niveau obstétrical avec la sage-femme. Elle n'est pas en travail, cette dame. Le rythme cardiaque fœtal, je vais le proposer après. Je rappelle les urgentistes et je leur demande comment elle était à l'entrée, en fait, et ils me disent non, normal. Je lui dis, bah, quand même, il y a un quart d'heure, c'est bizarre, elle est quand même essoufflée, cette dame, je ne comprends pas trop, mais bon. Après discussion, on se dit, bon, ben, on va lui faire un scanner pour voir si elle est plutôt… s'il y a des signes au scanner. Le médecin des urgences donc remonte à la maternité, il revoit la dame, il me dit puisqu'on la brancarde ensemble tous les deux en fait jusqu'au scanner et il me dit effectivement elle est quand même beaucoup plus essoufflée qu'il y a une demi-heure. La température là elle est à 38 et on descend au scanner. Ça c'est le rythme cardiaque fœtal à l'entrée qui est voilà normal, bien réactif, un peu sur le haut quand même. Les images de scanner, peut-être Marie, tu peux. Je suis avec la radiologue là, mais donc qui a été décrit comme des opacités en verre dépoli des 2 lobes supérieurs, plutôt en antérieur, avec une atteinte qui est minime, mais qui est à moins de 10%, donc c'est pas étendu. Mais quand même avec des signes de scanner, donc elle est considérée Covid+. Hop. On remonte du scanner un quart d'heure après. Ça c'est le rythme qui commence à être un petit peu tachycarde. Et l'un dans l'autre, moi j'ai cette patiente qui est un peu qui est dyspnéique et qui a du mal à respirer, qui n'est pas en travail, une 3e part, mais je me dis bah, je vais sortir ce bébé parce que j'ai peur que ça s'aggrave rapidement et je ne pense pas du tout envisager un transfert dans l'immédiat parce que pour moi, j'avais peur qu'elle s'aggrave rapidement vu qu'elle s'était déjà aggravée en fait, entre le moment où elle est arrivée aux urgences et puis le moment où je l'ai reçue moi. J'explique la prise en charge à la patiente, donc un peu délicatement. On organise le bloc Covid avec l'équipe habituelle, le médecin anesthésiste, l'IADE, l'IBOD qui était elle-même doublée pour qu'on puisse, parce qu'il y a par rapport au circuit. J'appelle le gynéco qui était de garde en réserve pour assurer le circuit sain. J'appelle le pédiatre pareil pour assurer derrière. J'appelle le père qui est à domicile, je lui explique aussi le problème. Voilà. Et on fait la césarienne dans la salle de césarienne Covid qu'on avait mis en place au bloc. La SAT est à 98% à l'entrée et elle est quand même sous 6 litres d'oxygène pour avoir 100%. Elle a une fréquence respiratoire à l'entrée à 23, 26 péropératoires, toujours dyspnéique. Le bilan d'entrée retrouve une CRP à 89 et le bébé né à 21h55, 4,2 kg, il va très bien, il n'y a pas de problème. Une PCT au cordon est faite avec 0,25.
Pendant la césarienne, on a appelé l'équipe du CHU Nord, c'est le gynéco qui était de garde en réserve, et le médecin anesthésiste pour discuter du transfert postnatal éventuel en fonction de l'état de la patiente, ou alors de la garder. On a une unité de soins intensifs qui était montée un peu en réanimation, donc on a discuté les deux options. Donc moi, je préfère attendre que j'ai fini la césarienne, voir comment ça se passe. Et après la césarienne, l'état maternel de la patiente est stable. Je rappelle à Nord, on en discute, puisque en fait, les propositions, c'était soit une chambre, un peu comme soit une chambre, soit une réanimation. Il n'y avait pas vraiment d'intermédiaire. Donc finalement, on prend l'avis de garder la mère en unité de soins intensifs pour la nuit. Le bébé, on le ramène dans l'unité postnatale, on fait venir le père pour qu'il s'occupe de lui. Le père, à l'arrivée, il passe par le circuit Covid et il est testé. Le premier jour, donc ça s'est passé le jeudi soir. Le lendemain, le AJ1, elle retourne en chambre vers midi. Elle n'a plus qu'1 litre d'oxygène, mais elle est toujours dyspnéique à la parole. Dans le circuit Covid postnatal. Elle a une double antibiothérapie qui avait été mise par les anesthésistes. Et le soir, je suis rappelée parce qu'elle est toujours dyspnéique et elle a une SAT à 96 avec une fréquence respiratoire à 24 pour lequel on remet de l'oxygène un peu plus fort. Et en fait, dans le week-end, après, le lendemain, on la surveille de façon rapprochée toutes les 4 heures. L'unité Covid, les médecins, les urgentistes viennent la voir 2 fois par jour et elle s'améliore. Moi, je la revois le lundi matin. Et le lundi matin, elle a changé, quoi. Elle est transformée, elle est normale en fait. Elle est plus du tout essoufflée, elle va très bien, elle se lève, elle s'est occupée de son bébé, il n'y a pas de souci. La CRP qui était montée initialement est retombée à 88. On discute un peu de refaire un scanner parce qu'on se dit pour voir un peu pour nous quoi, ce qui se passe. Le scanner, il est stable, les lésions ne s'étaient pas du tout aggravées. Et on met en place, qu'on avait un peu mis en place dans le week-end, la surveillance à domicile avec le circuit infirmière des CPTS et les sages-femmes libérales. Avec les fiches de suivi et de rappel qui sont envoyées régulièrement. On contacte son médecin traitant, on organise le suivi du bébé. Pour le nouveau-né, il a été surveillé à H6 avec la SAT, une CRP qui a été faite à H12. Qui était à 24 et puis on a recontrôlé H48 qui était à 17. On a fait un prélèvement, deuxième jour de vie, prélèvement nasal qui a été négatif. Et à la sortie, il a été suivi par la sage-femme libérale 48 heures après la sortie. Et puis un contact téléphonique à la fin de la semaine pour avoir de nouvelles. Et puis à J10, en consultation présentielle. Et ce bébé, il est strictement normal, il n'a aucun signe de Covid. Et toutes les semaines, les parents ils sont rappelés et la fiche de suivi qui est proposée par la SFN est remplie jusqu'au premier mois de vie. Voilà, donc c'était l'histoire de la patiente. Après, l'histoire, c'est qu'en fait, le conjoint, lui, il était positif. Et 3 semaines avant, il est parti à Paris chercher une moto qu'il avait achetée là-bas. Et lui, il est positif, il est revenu positif. C'est le seul qui est revenu positif dans l'histoire. Voilà. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup, Caroline, c'est super. Donc là, on passe à l'équipe de la conception avec Hélène Ekenroth, Laurence Ayolle. Hélène? Ouais, tu me vois? Ouais, super. Allez, c'est parti. Voilà, alors nous, c'est aussi une histoire qui s'est passée à la maternité de la Conception. Et on se pose la question de savoir est-ce que d'avoir le Covid, c'est une maladie honteuse? Donc, c'est une histoire d'une jeune patiente de 24 ans, primigeste, d'origine comorienne, qui est admise à 40 semaines pour une mise en travail spontanée. Après qu'on lui ait posé les questions habituelles, depuis qu'on a mis en place là, depuis le mois de mars, est-ce que vous toussez? Elle répond non. Est-ce que vous avez de la fièvre? Non.
On lui prend sa température, elle est apyrétique et on l'installe donc comme une patiente standard dans notre secteur d'admission. Les sages-femmes vont ensuite ouvrir le dossier de la patiente. On voit qu'il s'agit d'une patiente d'évolution qui a une grossesse d'évolution habituelle. Et puis, elles vont regarder cette patiente, elle est bien algique et on se pose la question de savoir si elle a un bilan de péridurale. Et en ouvrant en fait les examens de laboratoire, on tombe sur un test Covid dans l'historique du labo qui est positif. À deux fois une semaine avant en fait son admission. Et la patiente n'a rien dit en fait. Alors que donc du coup, c'est un peu la panique. Il faut que tout le monde s'équipe en urgence. Vous avez vu que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire si on veut être sécure. On a dû changer la patiente de salle pour qu'elle puisse accoucher dans notre salle d'accouchement Covid. Elle avait été quand même reçue dans la salle d'admission qui est aussi destinée au Covid pour l'admission si jamais… enfin, elle fait les deux, la salle d'admission, mais du coup, on l'a vite déménagée. Donc ensuite, là, vous voyez la biologie. En fait, elle a eu deux prélèvements qui étaient négatifs. Et en fait, on lui a refait un prélèvement le jour de son admission qui était négatif. Mais ça, on ne savait pas quand elle est arrivée. Cette patiente, elle avait été prise en charge au niveau de l'IHU. Quand on fait l'historique, elle y était allée 2 fois. On trouvait pas de mots à l'intérieur du dossier, enfin à l'endroit où on voit facilement les choses, mais dans nos chronos, en fait, on a un endroit où il y a des courriers. Donc, elle avait consulté pour une toux sans fièvre. Donc, elle avait comme facteur de risque, elle était obèse et elle était enceinte. Et à l'IHU, la politique, c'est de traiter les patients qui sont positifs. Donc, elle a été mise sous plafénil et Zitromax. Elle avait toujours un traitement quand elle s'est présentée, elle nous l'a pas dit. Elle avait eu son électro qui était sans particularité. Donc ensuite, la patiente, elle a un travail d'évolution progressif avec des anomalies du rythme cardiaque qui sont des variables atypiques sévères qui récupèrent sur un rythme peu oscillant. On essaye de faire des pH au scalp qui sont un échec. Elle reste à 9 cm pendant 2 heures. À ce moment-là, on voit que c'est une variété postérieure. On essaye de faire une rotation manuelle qui est un échec. On introduit du Synto et puis ça dilate progressivement jusqu'à complet. Et au bout de 2 heures à complet, une présentation qui n'est pas engagée, on décide de réaliser une césarienne. Donc dans la salle de césarienne de la salle de naissance, qui est la salle de césarienne qui est destinée aux patientes en code orange en période de garde. Et c'était surtout qu'il y avait une suractivité qui fait que on a organisé notre secteur de césarienne avec la possibilité de monter l'étage au-dessus pour faire les césariennes en code vert ou en code orange. Les césariennes en code rouge des patientes en travail en salle de naissance se font en salle de naissance. Et si c'est code orange, on voit en fonction de l'activité, de l'heure. Et là, l'option de la salle de césarienne a été prise parce qu'il y avait une gémellaire en travail qui était quasiment à dilatation complète. Voilà, donc après, c'est une césarienne sans particularité. Le test étant négatif, la patiente est sortie, elle était guérie. Alors, nous, ça nous a interpellés parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi la patiente n'a rien dit. Et en fait, en regardant un petit peu, on se rend compte que du côté en Afrique, c'est une maladie qui dit que c'est la maladie des Blancs, c'est une maladie qui est un peu honteuse. On s'est posé la question de savoir si ce n'était pas assimilé au HIV ou à Ebola. Et que les patientes, en fait, ont peur de ne pas être… Ce qu'elle a dit, c'est qu'elle avait peur qu'on ne s'occupe pas d'elle comme une autre patiente. Voilà. Donc après, nous, on s'est aussi posé la question, on n'avait pas posé la question directement et maintenant on fait ça, c'est est-ce que vous avez le Covid? Donc s'il y a un conseil, c'est peut-être d'utiliser ce mot en plus de rechercher des signes cliniques. On a un système aussi d'alerte dans les dossiers. Je vais vous montrer qui nous aide bien et qui permet après d'enclencher un suivi à domicile avec une application.
Ça n'avait pas été, ça avait été un oubli au niveau de l'IHU. Je pense qu'elle y est allée au moment où c'était un peu la folie. Et puis, au niveau des soignants, les soignants et les sages-femmes qui l'ont accueillie étaient assez en colère contre la patiente parce qu'elles se sont exposées un peu plus que ce qu'elles auraient souhaité. Et elles avaient peur pour leurs enfants, de contaminer leurs enfants. Voilà. Au niveau de la PHM, donc quand on ouvre le dossier, maintenant, il y a en en-tête, chaque fois qu'on hospitalise une patiente, il y a comme ça un petit encart qui apparaît pour qu'on soit alerté s'il y a une patiente qui est Covid, suspect ou si après elle est guérie. Voilà. Et ça n'avait pas été coché dans le dossier de cette patiente. Voilà. Super. C'est toi, Laurence? Oui, bonjour. Laurence Fayeul, pédiatre. Je voulais parler un petit peu de la prise en charge du nouveau-né. Est-ce que vous avez le diaporama? Non. Non? Bon, pourtant on était dessus il y a 2 secondes. Alors, Ça arrive. c'est bon, ça arrive? Ça y est. C'est bon. Voilà, donc là le principe c'est de parler un petit peu de la prise en charge du nouveau-né et de l'organisation du retour à domicile du nouveau-né, donc dont la mère est Covid positif. Ce qu'il faut quand même bien se rappeler, c'est que le nouveau-né est considéré comme non porteur à la naissance du Covid. Il n'y a eu qu'un seul cas peut-être décrit dans le monde. Donc voilà, donc on reste sur ce principe que le nouveau-né n'est pas porteur du Covid à la naissance. Donc là, et puis ce qui a été décidé au niveau national, les recommandations de la SFN et de l'HAS, c'est qu'il n'y a pas ce n'est pas souhaitable de séparer la mère de son enfant. Bien sûr, il faut l'isoler si la mère est possible ou asymptomatique dans l'unité Covid obstétrique de chaque maternité. Les indications en fait, d'orientation du nouveau-né restent les mêmes qu'habituellement décrites dans le référentiel de réseau et avec une gradation de soins qui est adaptée à son état de santé. Il peut aussi bien sûr avoir des indications d'hospitalisation maternelle, et là on voit bien le cas qui a été décrit à La Ciotat, et ce qui était bien c'est que le père ait pu rester avec cet enfant, parce que si ça n'avait pas été possible, voilà, effectivement on avait une indication d'hospitalisation du nouveau-né, mais pour une indication qui aurait été maternelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce nouveau-né peut être contaminé par les gouttelettes de la mère et l'entourage proche, peut-être aussi qu'il y a des présences dans les selles, donc ça peut être aussi une contamination manuportée postnatale. Il a été décrit à partir de 2 jours de vie des formes symptomatiques du nouveau-né à type de difficultés alimentaires, hypotonie, fièvre, diarrhée et troubles respiratoires. Alors du coup, ce qui était important, c'est d'organiser le suivi de ce nouveau-né. Ce qu'on a proposé, c'est que pendant l'hospitalisation, c'est qu'on faisait une surveillance de type, la surveillance du protocole infection néonatale bactérienne précoce, à laquelle on peut rajouter quand même une mesure de la saturation pulsée en oxygène. Donc ça fait une surveillance toutes les 6 heures ensuite de couche. Qu'il faut éviter les sorties précoces, afin d'être sûr que cet enfant aille bien au moment de la sortie. Pas forcément non plus une sortie très tardive, mais il faut quand même organiser ce retour à domicile et ça peut prendre du temps. On peut proposer un dépistage par PCR à H24 entre J3 et J4 et vers J7 et plus ou moins J10. La sortie, bien sûr, ça va aussi dépendre de l'état de santé de la mère. Il faut que la mère soit, bien sûr, donc, en capacité de s'occuper de cet enfant. Il est arrivé qu'on fasse sortir des patientes qui étaient encore PCR positives, mais avec, bien sûr, des mesures de confinement et de protection qui doivent être bien expliquées à la maman. Là, on est tous d'accord, c'est qu'on considère une patiente guérie quand on a 2 PCR négatives. Je sais qu'il y a certains centres qui attendent ces 2 PCR négatives pour la mère, pour la faire sortir à domicile, pour éviter les risques de transmission à l'enfant. Ça, c'est un peu à chaque centre de voir, et surtout de voir si la mère est capable de respecter les mesures en fait, pour limiter la transmission à son enfant. Donc les mesures de confinement, c'est jusque 14 jours, et bien sûr qu'il faut expliquer le port de masque chirurgical pour la mère jusqu'à ces 2 PCR négatives. Ce qui est important, c'est d'informer la mère et les parents donc, sur la surveillance. On peut utiliser et on propose les fiches alertes du réseau qui expliquent, avec aussi des pictogrammes et une explication assez simple, des signes cliniques qui doivent alerter les parents à type de fièvre, troubles respiratoires, diarrhée, etc. De bien indiquer aux parents le circuit de consultation en urgence
et d'organiser cette surveillance au domicile au minimum jusqu'à J10 en s'organisant avec les ressources locales. Ça peut être l'HAD, ça peut être les sages-femmes libérales, le pédiatre de maternité, le pédiatre libéral. Ce qui a été proposé par la SFN, et c'est ce qui a été expliqué par l'équipe de la Ciotat, c'est que la SFN a proposé en fait des fiches de surveillance qui sont aussi utilisées pour une enquête épidémiologique au niveau national, enquête à laquelle le réseau ne participe pas, mais finalement, donc, comme vous le disait Florence tout à l'heure, il y a une autre enquête épidémiologique au niveau de la région. L'important de ce suivi, c'est bien sûr de connaître la santé de cet enfant, qui donc, je me répète, peut se contaminer surtout en période postnatale, connaître le parcours de soins de cet enfant, et puis bien sûr avec un intérêt épidémiologique. Juste, je vous montre cette fiche de suivi. Donc effectivement, cette fiche est aussi utilisée pour l'étude Coropreg, voilà, à laquelle on ne participe pas, mais on peut toujours utiliser cette fiche comme support pour inclure cet enfant. Là, c'est pour on va dire les renseignements sur le séjour hospitalier. Et donc, c'est une proposition de consultation téléphonique ou de téléconsultation à J7, à J14 et à J28. Sachant qu'il faut quand même organiser un vrai examen pédiatrique aux environs de J10, comme vous l'avez fait à l'équipe de la Ciotat. Voilà ce que je voulais juste dire rapidement pour le nouveau-né. Merci beaucoup, Laurence. Super topo, très clair, très complet. On va passer à l'équipe de l'hôpital Nord avec Julie Blanc. Donc, on a reçu pas mal de questions sur le chat. N'hésitez pas à les marquer. À la fin, on aura le temps de discuter. Avec le docteur Cornélie Suard qui s'est occupé de la patiente. Julie, on ne t'entend pas. Je suis avec le docteur Cornélie Suard. Vous m'entendez là? Oui, mais on ne te voit pas. Comment? On ne te voit pas. Ah oui, c'est normal. J'ai pas de webcam. J'ai été obligée de changer. La session a sauté sur mon ordi perso. Donc, je suis sur l'ordi de mon bureau. Je n'ai pas de webcam. Donc, voilà. Alors, hop, on va partager ça. Donc, je suis avec le docteur Suard qui s'est occupé de cette patiente et qui va vous parler elle-même de cette patiente qu'elle a prise en charge la semaine dernière. Est-ce que vous avez le diaporama? Oui. Oui, c'est parti. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de Madame C qu'on a pris en charge dans le service la semaine dernière pour une infection à Covid sévère. Donc, c'est une patiente de 37 ans, très rapidement, qui n'a pas d'antécédents majeurs, hormis 5 accouchements par voie basse. Et on voit que la principale donnée qui nous intéresse, nous, pour cette patiente, c'est qu'elle est obèse avec un IMC à 39 dans ses antécédents. Pour la grossesse actuelle, jusqu'à maintenant, il y avait jusqu'à 28 semaines la semaine dernière, il n'y avait absolument rien de particulier, hormis que c'était une grossesse qui était plutôt peu suivie, parce qu'on avait juste une échographie T1, pas d'écho T2, pas d'HGPO. Et en fait, dans l'histoire de la maladie récente de cette patiente, le 2 avril, elle a commencé à être symptomatique au niveau de son Covid, avec une fièvre à la maison et l'apparition d'une toux. Elle a consulté le samedi, donc 2 jours après, le 4, à Avignon, pour ces mêmes symptômes. Elle a été testée à Avignon positive pour le Covid. Cliniquement, elle était fébrile à 39, elle avait une bonne saturation en air ambiant, vous voyez qu'elle était à 96%, une fréquence respiratoire qui était bonne à 15 par minute. Et à l'auscultation, on avait déjà des petits crépitants en basse droite, donc ils l'ont gardée hospitalisée. Elle a été mise sous antibiothérapie probabiliste par amoxicilline 1 g x 3. Comme elle était stable et pas inquiétante initialement, ils avaient décidé de ne pas faire de corticothérapie. Ils l'ont gardée hospitalisée. Dans la nuit du dimanche au lundi, elle s'est dégradée sur le plan respiratoire puisqu'elle a nécessité la mise sous oxygène. D'abord 1 litre en début de nuit, puis 2 litres et en fin de nuit, elle avait une fréquence respiratoire augmentée aux alentours de 25 par minute. Et donc, ils nous ont demandé un transfert le lundi matin. Donc, nous, on a accepté le transfert sur une patiente qui était seulement sous 2 litres. Juste avant de partir, elle s'était déjà dégradée parce qu'ils avaient majoré les apports d'oxygène à 4 litres par minute. On l'a accueillie, nous, je ne l'ai pas écrit sur la diapo, mais on l'a accueillie directement dans notre service Covid qu'on a créé au 3e étage au service gynéco. Parce que même si on a des salles dédiées en salle d'accouchement, on a préféré limiter au maximum les contacts avec les autres patientes. Donc, on l'a accueillie directement en haut dans notre salle d'examen.
Donc, à l'arrivée, en fait, elle s'était encore dégradée dans le camion parce qu'elle est arrivée à 6 litres d'oxygène, dyspnéique, fébrile, plutôt inquiétante. Finalement, on a réussi à rapidement baisser l'oxygène parce qu'on est passé à 2 litres puis à 1 litre, avec une fréquence respiratoire toujours augmentée quasiment à 30 par minute. Sur le plan obstétrical, on n'avait absolument rien de particulier, un fœtus qui était eutrophe, un col long, pas du tout de menace d'accouchement prématuré. Et du coup, on l'a prise en charge. Donc, au niveau clinique, on a décidé de la surveiller évidemment de façon rapprochée avec surveillance toutes les 2 heures des constantes. Au niveau paraclinique, on lui a fait d'emblée un scanner thoracique, dont je vais vous dire les résultats ensuite. On a pris tout de suite un avis infectieux pour discuter de l'introduction ou pas d'un traitement. Donc, on a décidé d'introduire le traitement par Plaquenil Zitromax donc dès son arrivée le lundi. Et on a poursuivi le Clamoxyl qui avait été mis en place à Avignon, mais qu'on a majoré à 2 grammes x 3 par jour en attendant les résultats des prélèvements. On a ensuite discuté avec les pédiatres, nos réanimateurs, de l'intérêt de faire une corticothérapie anténatale parce que ce n'est pas tout à fait consensuel encore. Devant le risque potentiel d'aggravation de la patiente, on a décidé de les faire. Donc, elle a eu la première injection le lundi et la deuxième le mardi. Et du coup, de son IMC, de l'infection Covid et donc de son risque thrombotique qui était quand même très important, on l'a anticoagulé par Lovenox 0,4 x 2 par 24 heures. Donc finalement, elle est restée sur les examens, je ne vous ai pas dit. Donc le scanner thoracique est revenu avec une atteinte sévère, avec plus d'atteinte de 50% au niveau de ses poumons. Et au niveau biologique, elle avait des critères de gravité parce qu'elle avait notamment au niveau de son bilan hépatique un début de cytolyse, elle avait une cholestate anictérique et on voit qu'elle avait déjà des CPK qui étaient bien augmentés. On a vu sur la réunion Covid de la semaine dernière que ça pouvait rentrer dans les critères de gravité biologique. Et elle avait aussi un TCA qui était légèrement augmenté, qui était à 1,3. Et ses dédimères étaient normaux à 3,7, mais dans la surveillance ensuite en réanimation, il y a eu un pic des dédimères qui était monté à 7. Donc après, cliniquement, dans le service, elle est restée plutôt stable pendant 2 jours, entre le lundi et le mercredi, là, le 6 et le 8. Elle est restée sous 1 litre d'oxygène, elle s'est améliorée même cliniquement. Et puis le mercredi, elle agit 6 de ses symptômes. Le matin, elle a réchauffé à 40, elle n'a pas descendu de la journée. On a dû majorer son apport en oxygène pour monter jusqu'à 3 litres en fin de journée pour maintenir une saturation correcte. Donc on a prévenu les équipes de réanimation et obstétricales et pédiatriques de garde évidemment. Dans la nuit, l'équipe de garde a été appelée très régulièrement puisque ses besoins d'oxygène n'ont cessé d'augmenter jusqu'à arriver à 5 litres en toute fin de nuit. Et il a été décidé de la transférer en réanimation, toujours enceinte, sur les coups de 6 heures du matin. Donc ce jeudi-là, on était à J7 du début de ses symptômes. Donc j'ai été la réévaluer le jeudi matin avec les réanimateurs. Donc elle était toujours consciente, non intubée en réanimation. Il la ventilait à l'Optiflow, donc avec une FiO2 à 100%. Ils avaient majoré les apports en oxygène à 10 litres. Une patiente qui restait très dyspnéique à la parole. Donc après discussion avec les réanimateurs, avec les pédiatres, avec Bart, on a pris la décision de faire une césarienne le matin même devant l'aggravation respiratoire de la patiente après qu'ils aient fait le sulfate en réanimation. Donc les réanimateurs nous ont retransportés à la maternité. On a organisé la césarienne dans la salle dédiée Covid au bloc gynécologique. Avec toutes les équipes qui étaient prêtes pour l'arrivée de la patiente. On s'était vraiment bien synchronisés et il n'y a pas eu de faux pas. Donc, on a fait cette césarienne donc, sous anesthésie générale à 28 semaines et 6 jours. L'anesthésie générale, ce n'était pas à cause de l'état respiratoire de la patiente, c'était du fait de l'anticoagulation en 0,4 x 2. Donc, il est né un petit garçon de 1,450 kg qui s'est très bien adapté. On avait décidé de faire une délivrance par PABAL du fait de l'anticoagulation. Donc, ils ne l'ont pas réveillée au décours immédiat de l'AREA. On l'a retransportée en réanimation immédiatement après la césarienne. Elle s'est initialement bien adaptée parce qu'ils ont réussi à lever la sédation en fin de journée, à l'extuber le jour même. Et puis, pendant 3 jours, elle a été de nouveau stable. Elle est restée à l'Optiflow avec des besoins d'oxygène qui étaient entre 12 et 15 litres par minute en Optiflow, mais sans majoration. Et brutalement, le 12, le dimanche, elle a présenté une détresse respiratoire aiguë et complètement brutale. Ils ont dû la sédater en toute urgence et l'intuber. Malgré ça, elle était
toujours oxygénorequérante avec une saturation qui était inférieure à 90%. Ils ont essayé de faire du décubitus ventral, mais ça a été non concluant. Il n'y avait pas de signes importants au niveau des échographies cardiaques. Et du coup, devant cette hypothèse devant ce diagnostic de SDRA sévère, l'hypothèse principale, c'était qu'elle ait fait une embolie pulmonaire importante malgré l'anticoagulation. Et devant l'échec du DV, ils ont dû la mettre sous ECMO, qui a été instaurée dès le dimanche soir. Donc là, on est jeudi à l'heure actuelle, donc ça fait 4 jours qu'elle est sous ECMO. Elle s'est améliorée quand même depuis hier. Ils commencent à lever la sédation, elle est plus curarisée. Ils espèrent la sevrer de l'ECMO dans les 24 à 48 heures. Elle a eu l'échographie par le dopplériste aujourd'hui qui n'a retrouvé pas d'argument pour une embolie pulmonaire. Donc possiblement que son SDRA est lié seulement au Covid et pas à une thrombose, mais on attend quand même qu'elle soit transportable pour faire un angioscan pour infirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc voilà, elle va quand même un petit peu mieux. On a bon espoir pour ce week-end. Et au niveau du bébé, il va très bien. Il est en air ambiant en néonate. Et il commence à l'alimenter tout juste là. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ah oui, je voulais juste vous montrer l'image de son scanner. J'avais pas mis, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Non. Ah. On va essayer de vous montrer. On voit bien. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, on voit bien. Oui, parce que les tâches sur le bord, là, Voilà. Julie, tu veux dire un petit mot? Non, je te remercie. Je pense que c'était beaucoup plus clair que ce soit Corneille qui présente, étant donné qu'elle a pris en charge de A à Z. Mais bon, voilà, un petit peu d'espoir en tout cas, parce que c'est vrai qu'on a été très, très inquiets pour cette patiente. Et là, aujourd'hui, on a à nouveau un petit peu d'espoir avec ce sevrage en amine et une évolution favorable à partir d'aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. On va passer la parole au docteur Sabine Caminade, qui est pédopsychiatre. Oui, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, je suis Sabine Caminette, je suis interne en psychiatrie. Je travaille à la conception et en particulier à la maternité depuis septembre dernier. Donc là, je voulais vous présenter l'organisation des soins psychiques périnataux pendant l'épidémie de Covid. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de modifications des prises en charge. Donc là, je voudrais vous parler du cas clinique d'une patiente de 20 ans qui attendait son deuxième enfant. Elle a un premier enfant qui est placé. Elle a un suivi psychiatrique, son compagnon aussi. Et elle m'a été adressée pendant sa grossesse par sa psychiatre. Donc, on avait pu la suivre. Il y avait un projet qui avait été travaillé de longue date avec l'ASE. On avait prévu une hospitalisation longue ensuite de couche. Et ensuite, un relais en foyer mère-enfant parce que ça semblait très compliqué que le bébé puisse rentrer à domicile avec ses parents. Et aussi une prise en charge en hôpital de jour à l'unité parent-enfant. Donc ça, c'était prévu avant, sauf qu'elle a accouché la semaine dernière. De ce fait, son compagnon n'a pas pu être présent ni à l'accouchement ni en suite de couche. Les foyers mère-enfant sont fermés et l'unité parent-enfant aussi ne reçoit pas de patientes. Donc pour la jeune femme, c'était assez compliqué. Elle s'est sentie très seule et ça posait aussi la question de ce qu'on faisait avec le bébé aussi. Donc finalement, elle est restée ensuite de couche. On avait évoqué la possibilité qu'elle soit hospitalisée aussi en néonate, le temps pour ça, c'est le temps d'évaluer la situation et entre autres de rencontrer le papa, puisque le papa ne peut pas venir à la maternité en ce moment. Et finalement, le couple a accepté qu'il y ait un accueil provisoire de l'enfant, c'est-à-dire c'est une mesure, c'est pas une mesure judiciaire comme le placement, mais c'est une mesure administrative où les parents demandent que leur enfant soit confié. C'est eux qui font la démarche de confier l'enfant. Donc le temps que le foyer mère-enfant puisse rouvrir à des nouvelles mamans avec leur bébé. Et on a opté pour un suivi psychiatrique périnatal, donc par téléphone.
Donc voilà, les problèmes actuellement liés au Covid, donc il y a une augmentation du stress chez les mamans de par la contagiosité, de par tous les changements que ça implique au niveau du suivi et entre autres à la maternité, avec une réduction du soutien, donc l'absence du père ou d'un accompagnant parfois pour l'accouchement, mais surtout ensuite de couche, avec une réduction aussi du soutien des amis et de la famille puisque tout le monde est isolé, et aussi également une réduction du suivi des sages-femmes et de la préparation à la naissance. Donc les mamans se sentent beaucoup plus livrées à elles-mêmes. On voit aussi qu'il y a une nette réduction de l'activité des partenaires d'aval avec lesquels on travaille donc en psychiatrie périnatale, donc qui sont les TISF. Il y a aussi les foyers mère-enfant, le SAVS, donc c'est les services d'accompagnement pour les gens qui sont suivis en psychiatrie bénéficient parfois de ça. Et aussi une réduction de l'offre de soins avec les PMI qui étaient, certaines étaient fermées jusqu'à présent, là c'est doucement en train de rouvrir, avec les visites à domicile aussi qui sont réduites et l'unité parents-enfants qui n'accueille plus de famille. Donc il y a pour un certain nombre de mamans, il y a un sentiment d'insécurité, et de mamans en particulier qui ont des troubles psychiatriques, un sentiment d'insécurité et aussi un risque majoré de décompensation de toutes, anxieuses, mais pas que. Donc voilà, on a pensé une réorganisation à la maternité de la conception. Donc on a fait une fiche pour les mamans. Alors je vous la montre. Une fiche, c'est un extrait de la fiche avec des ressources pour qu'elles puissent à la maison se renseigner avec des informations fiables, avec des conseils pour limiter l'exposition aux médias, avec des infos pour réduire son stress, en particulier avec des liens sur la méditation. Il y a aussi des guides pour le confinement, pour tout le monde et aussi pour les familles, parce que beaucoup de mamans ont parents ont déjà des enfants. Un tutoriel pour l'allaitement, des questions pédiatriques, et puis aussi des conseils pour arriver à demander de l'aide et trouver du soutien avec des soutiens téléphoniques, et puis aussi le soutien psychologique. Et ça, je ne l'ai pas mise, mais il y avait aussi un point sur les pleurs des bébés pour la prévention donc des bébés secoués et aussi la prévention des violences conjugales, ou en tout cas la prise en charge. Donc ça, c'est la fiche. On a aussi mis en place donc, des liens avec les sages-femmes libérales qui suivront les dames. Elles ont toutes reçu nos coordonnées et elles savent vous appeler si les mamans présentent des problèmes psychiques. Les psychologues de la maternité se relaient. Il y en a une qui est à l'hôpital et l'autre qui est joignable chez elle par téléphone. Et donc, elles font les suivis. Elles peuvent faire les suivis aussi des patientes qu'elles connaissent par téléphone. Et quant à la psychiatrie, donc moi, je poursuis l'activité de liaison. Je fais aussi des consultations en présentiel, surtout la première consultation. Et ensuite, j'organise des suivis par téléphone. L'unité parents-enfants, elle propose des suivis téléphoniques. Donc voilà, il y a d'autres mesures auxquelles on a pensé. Donc par exemple, le besoin de retrouver l'entourage. Parce que pour un certain nombre de patientes, on prévoit, qui ont des troubles psychiatriques, on prévoit un temps long à la maternité pour se donner l'opportunité d'observer comment l'interaction se fait entre la mère et le bébé. Sauf que pour certaines patientes, c'est compliqué en ce moment d'être loin de l'entourage ou du conjoint. Donc finalement, si on sent qu'il y a un besoin de retrouver l'entourage ou que la personne le dit, on peut tout à fait organiser une sortie précoce avec un suivi téléphonique. Si au contraire, on a des doutes et que la question de la protection de l'enfance se pose et qu'on a besoin d'observation, on peut poursuivre donc un temps ensuite de couche qui va être plus long. Sinon, on a émis la possibilité aussi de prolonger l'hospitalisation en néonat dans la chambre mère-enfant parce qu'il y a un certain nombre de patientes qui se sentent enfermées, qui ont besoin de fumer, qui se sentent seules sans le papa. Et donc, on a pensé à ça. Comme les foyers mère-enfant sont fermés, voilà, il y a possiblement aussi la possibilité de faire cet accueil provisoire de l'enfant le temps que les foyers ouvrent leurs portes. Donc ça, c'est à discuter avec les parents. Et nos staffs MPS qu'on fait d'habitude, actuellement, on fait des échanges par email. Alors, il y a du côté des patientes, mais il y a aussi du côté des équipes, parce que le Covid, ça génère du stress pour tout le monde. Donc, on a fait une fiche « Prendre soin des soignants » qui a été relayée par les cadres. Voilà, les personnes aussi veillent à prendre soin mutuellement les
les uns des autres, les unes des autres. Les psychologues se rendent disponibles par téléphone. Et la CUMP, donc c'est la cellule d'urgence médico-psychologique qui est à Marseille, à la Conception. Ils ont ouvert une ligne dédiée pour les soignants de la PHM. Et bon, finalement, pour les soignants, ils n'appelaient pas beaucoup. Donc finalement, ils peuvent aussi intervenir directement en service s'il y a des services où les personnels sont particulièrement anxieux et que du coup, ça entrave la qualité des soins ou l'atmosphère dans l'équipe. Voilà, au niveau régional, donc il y a un numéro qui a été mis en place, qui est ici, qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h. Et donc, quand des mamans appellent, il y a la question des 1000 jours, elles sont renvoyées vers un dispositif donc, de psychologues et de pédopsychiatres volontaires qui répondent à ces mamans. Et il y a les unités habituelles parents-enfants, donc à Aix, Toulon, Marseille Sud, Marseille Nord et Avignon, qui poursuivent aussi leur activité en fonction des équipes avec ou sans présentiel. Voilà, donc en conclusion, sur le plan psychologique, c'est une période qui est difficile pour tout le monde et qui demande une réorganisation des pratiques et une adaptation, que ce soit pour les soignants ou pour les mamans. Et les papas. Et donc, du coup, ça demande aussi de prendre en compte les risques psychiques des mesures sanitaires qui sont prises pour limiter la transmission, entre autres. Et et de toujours avoir cette balance bénéfice-risque en tête. Et peut-être ça sera même encore plus vrai avec la question du déconfinement. Et ça demande un suivi particulier des situations compliquées avec des parents vulnérables. Donc voilà, ça demande pour tout le monde de la réassurance et possiblement ça améliorera nos pratiques en découvrant de nouveaux outils. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Sabine, super topo, très intéressant. Alors, on est dans les temps et c'est mieux que dans la vraie vie. 17h50, questions-réponses. Donc, Dr Nicolas Fontana-Rosa, qui est gynécologue obstétricien coordinateur, et Dr Valérie Pellegrin, anesthésiste, et Dr Gilles Perrin, réanimateur à la Conception. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez faire des commentaires? Je vous laisse la parole. Valérie, tu es là? Bonjour. Vous l'entendez? Ouais, je suis bien cachée. Je trouve que le mieux, Ra, c'est plutôt qu'on prenne les questions et puis qu'on... D'accord. Alors, moi, j'ai une première question. Je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait fermer son micro, qui fait des bisous à un enfant. Un chien. C'est très mignon, mais... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions, donc principalement sur deux le volet diagnostic et le volet, on va dire, thérapeutique. Et puis après, il y a également des questions sur la surveillance antépartum et postpartum. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par aborder le volet diagnostic avec des sujets sur les tests, notamment. Alors, Florence, justement, j'ai une question. Nous, pour la chirurgie réglée, par exemple pour la cancérologie, on fait un dépistage universel des patients qui vont être opérés. 2-3 jours avant l'intervention, on les teste systématiquement. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ça a été fait à New York aussi. Bon, c'est peut-être pas la même prévalence, mais pour les centres de référence, de tester, de faire un dépistage universel du CMV. Non, pas du tout. Du Covid. Écoute, merci Ra pour cette question, c'est complètement d'actualité. En fait, nous, on démarre à peine là, mais on n'est pas homogène sur les deux services à faire du dépistage. On hésite un peu parce que ça a un coût en termes de santé publique et que la prévalence là, dans cette étude, c'est 15%, qu'on a peut-être l'impression qu'on a peut-être une prévalence un peu inférieure. Et nous, on le fait parce qu'au bloc central, pour la chirurgie gynéco, ils font un scan et un POC, une RT-PCR systématique avant toute chirurgie à la conception.
Donc nous, c'est vrai qu'on s'est mis dans le move et on a commencé à le faire pour les césariennes programmées, etc. L'idée, c'est plus de trier les patientes et puis de protéger au maximum nos soignants. On n'a pas de décision institutionnelle encore à la paix, ça doit sortir d'ici demain ou après-demain. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose, mais voilà, ça n'engage que moi. et les New-Yorkais. Est-ce que tu penses que si jamais, bon, sous réserve que l'épidémie continue, est-ce que tu penses qu'on s'oriente sur la région avec une stratification des centres qui seraient plus spécialisés sur le Covid, des maternités spécialisées Covid et un parcours de soins qu'on pourrait mettre en place en amont? Je pense qu'on va s'orienter vers ça. On est obligé, tout le monde ne peut pas maintenir des unités ou des circuits Covid pour quelques patientes. Et déjà, nous, en interne, on réfléchit à ça. Donc, c'est pareil, ces stratégies-là, elles n'ont pas été décidées. Ça va se faire probablement dans le courant de la semaine, début de la semaine prochaine. Mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Mais il faudra quand même que chaque structure accueille et évalue les patientes. Ce qu'on a bien dit dans les protocoles, dans toutes les fiches sur lesquelles Franck a travaillé d'arrache-pied et qui diffuse, c'est très important de chaque centre évalue la patiente de manière à pouvoir l'orienter au mieux. Très bien. Alors, on va lister les questions. Hein, on va regarder. Donc, alors, j'aurais à les classer aussi rapidement en diagnostic et traitement. On va aller du plus récent au plus ancien. Donc, il y a une question d'une sage-femme, je pense. C'est la préparation à la naissance peut-elle être faite en visio par les sages-femmes libérales, ainsi que les consultations si besoin en cas d'inquiétude? Je pense que oui. Tu veux répondre, Nicolas? Oui, la réponse a déjà été donnée, je crois, y compris par l'Ordre national des sages-femmes. Hein. Effectivement, la téléconsultation est très fortement encouragée en ce moment. Ok. Alors, pour le cas clinique du docteur Blanc, pourquoi la patiente a eu de l'amoxicilline alors que le test était Covid positif? Et pourquoi elle a été mise secondairement sous plaquenil et macrolide? Pourquoi ne pas l'avoir donnée d'emblée? En fait, l'amoxicilline a été introduite initialement lors de la prise en charge initiale sur Avignon. Je pense un peu de façon systématique, comme on peut le faire quand on prend en charge une fièvre chez une femme enceinte, et ce, dans l'attente des hémocultures. Et ensuite, quand elle a été transférée, qu'elle s'est dégradée, qu'elle a été transférée, c'est là que le switch a été fait après discussion pluridisciplinaire, vu que le Covid était confirmé, le Covid grave était confirmé, et c'est là que le switch a été fait. D'accord. Okay. Il y a beaucoup de questions sur les anticoagulants. Quelle place, quelle dose, quelle durée? Peut-être Valérie? Ouais, allez, c'est Valérie qui répond. Bonjour. Oui, en fait, la question des anticoagulants, elle a été, de toute façon, maintenant, il y a des recos qui sont bien clairs, que tout un chacun peut consulter, qui sont à la fois, qui émanent de la SPAR, du CARO et du SANGOF. Pour les patientes qui présentent facteur de risque élevé ou facteur de risque, alors je sais plus, c'est un facteur de risque élevé ou bien 2 ou 3 facteurs de risque minimes. Et une hospitalisation. En cas d'hospitalisation, bien sûr. Hein, donc les patientes peuvent avoir HBPM une fois, hein, pour les patientes qui sont en surcharge pondérale, à partir d'un BMI supérieur à 30, elles ont de l'énoxaparine 4000 x 2, et pour celles qui sont supérieures à 120 kg, elles vont même jusqu'à 6000 x 2, évidemment, donc d'énoxaparine. Évidemment, ces posologies font que à la fois pour la prise en charge de l'accouchement quand il est imminent et la prise en charge éventuellement de l'anesthésie, il faut faire attention à la dernière injection de l'Ovenox. On ne peut pas faire d'anesthésie périmédulaire moins de 12 heures avant une HBPM prophylactique, c'est-à-dire à une injection par jour.
Et en revanche, quand il y a 2 injections par jour, c'est-à-dire quand la patiente est en surpoids, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il vaut mieux à ce moment-là, enfin, si on peut, faire un bilan de coag pas trop loin du moment où la patiente va en salle d'accouchement, voir un bilan de coag en salle d'accouchement, pour voir s'il y a une activité anti-DISA résiduelle qui nous empêcherait d'une part de mettre une anesthésie périmédulaire et d'autre part qui entraînerait un surrisque hémorragique pour l'accouchement. Voilà. Après, il y a cette histoire de TCA, enfin de TCK qui augmente apparemment. Alors, il peut y avoir des problèmes d'anticoagulants circulants chez ces patientes, puisque il y a un des cas cliniques qui nous a été présenté d'ailleurs, où il y avait un TCA à 1,3. Mais alors par contre je me souviens pas si le TCA était à 1,3 avant qu'on lui mette des HBPM, enfin spontanément, ou bien si c'était une fois qu'elle avait un traitement anticoagulant. J'aurais bien posé la question d'ailleurs. Et moi j'ai une contre-question. Est-ce que quand vous avez affaire à des TCA, TCA allongés et ou TCK allongés également, est-ce que vous demandez au laboratoire spécifiquement une recherche d'anticoagulants circulants, ou bien est-ce que le laboratoire le fait de lui-même? Voilà. Nous c'est un petit peu à la tête du client, j'ai l'impression. Je pense que le labo en fonction du biologiste, le labo va le faire systématiquement. Mais peut-être que tout le monde ne pense pas non plus à demander une recherche d'anticoagulants circulants quand le TCK est allongé et le TCA. Alors après, ce qu'on pourra faire, c'est mettre les recos de la SFAR. On va les mettre. Il y a sur le site du réseau un onglet Covid où il y a vraiment pas mal de choses, toutes les fiches, repères. Et on mettra les dernières recommandations de la SFAR qui sont sorties et qui sont vraiment hyper claires et qui récapitulent tout ça, en particulier ces recherches d'anticoagulants circulants dans ces situations-là. Alors Valérie, j'ai vu, alors je parle sous réserve, j'ai juste vu le papier passer dans New England. Au fait, les patientes sévères avaient plus d'anticoagulants circulants. Donc, je ne sais pas, c'est dans le New England de la semaine dernière, il faudrait peut-être regarder. Le syndrome des antiphospholipides. Je ne suis pas interniste. Après, je ne sais pas si Gilles Perrin est là. Après, pour les patientes qui relèvent de l'AREA, ça c'était de l'hospice. Est-ce que pour les patientes qui relèvent de l'AREA, on met des doses plus importantes encore? Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes, d'accord. Je ne sais pas s'il est là. Non, il est parti. Oui, je suis là. Ah, si. Oui, nous on met des doses d'anticoagulants plus fortes que d'habitude. Hein. La plupart des patients sont anticoagulés avec de l'héparine. Et sur les patients qui n'ont pas de gravité particulière, on vise un anti-DISA 0,2, 0,3. Et sur les patients qui ont un terrain particulier, on va viser un anti-DISA 0,5. Donc, on ne raisonne pas du tout en TCA. On ne raisonne plus du tout en TCA. Là, on raisonne vraiment en anti-DISA parce qu'on a vraiment trop de problèmes avec les TCA. Et ça ne reflète pas du tout le problème de coagulation des patients. Ok, super. Il y a pas mal de questions sur le Plaquenil et le Zipromax. Est-ce qu'il faut passer par les centres de référence ou est-ce qu'on doit se mettre en rapport avec l'IHU et ensuite on valide avec eux ou... Alors pour l'instant, donc il y avait une question sur les traitements. Les traitements, à Marseille, il y a une grande majorité des patientes qui sont traitées et le circuit, c'est les infectieux qui indiquent le traitement, enfin l'équipe de Didier Raoult qui indique le traitement et les patientes, en fait, quand elles sont en ambulatoire, vont à l'IHU, font le CG à l'IHU, elles reçoivent le traitement là-bas pour la durée et on est appelé, soit nous sur notre unité, soit à Nord, pour savoir s'il y a une contre-indication obstétricale. Donc, c'est ça le circuit. Mais c'est toujours les infectieux qui l'indiquent. Et en hospitalisation, en revanche, pareil, prescription par les infectieux. Et en hospitalisation, elle peut avoir le traitement, que ce soit sur Nord ou sur la conception. Il y a une question sur est-ce qu'il y a un risque fœtal avec ces produits? Non, alors on peut regarder le CRAT. Le CRAT, il n'y a pas de contre-indication. On a toutes nos patientes lupiques qui ont des doses certes un peu inférieures, mais il n'y a pas de contre-indication. Et voilà, on a l'expérience
du paludisme où les patientes étaient sous des doses de nivaquine sans risque phétotoxique. Le Zitromax, il n'y a pas de risque, hein, bien sûr, c'est un macrolide. Alors, que faut-il penser d'un test Covid négatif alors que les signes cliniques et le scanner sont positifs? C'est pour la patiente de la Ciotat. Donc, au fait, c'est la valeur diagnostique du PCR. La valeur diagnostique du PCR, c'est 30 à 40% de faux négatifs. Donc, c'est pour ça que dans les papiers, souvent, ils font c'est-à-dire qu'il faut un POC négatif et ou un scanner, enfin, un POC positif et ou un scanner évocateur. C'est comme ça qu'on rattrape les faux négatifs. Oui, oui. Après, ça dépend du moment où on teste les gens aussi. Et voilà. Et de comment on fait, ouais, tout à fait. Et de comment on fait le prélèvement. Après, Laurence Fayol a un commentaire à faire sur les nouveau-nés. Non, je voulais juste dire qu'on a fait quelques dosages de l'hydrochloroquine au sang de cordon à la naissance et que les taux étaient très faibles, donc il y a probablement aussi un faible passage. Après, on a quand même en doute l'observance des traitements des femmes chez qui on l'a fait. Donc peut-être qu'il faudra quand même faire plus de dosages, mais faire des dosages au cordon, en tout cas, peut être intéressant pour savoir le passage. Alors, pour rester sur le traitement, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les collègues de Paris de Strasbourg. Et en revanche, ils ont un recours beaucoup plus mesuré à la chloroquine, enfin au plaquenil, etc., etc. Donc, c'est juste pour expliquer également qu'en France, il y a des conduites à tenir qui sont hétérogènes en termes de thérapeutique. Oui, bien sûr. Hein, moi, je ne dis pas du tout que c'est le traitement. C'est vrai que même s'il y a des présomptions d'efficacité, c'est comme ça qu'on présente aux patientes. Forte présomption d'efficacité, réduction de la charge virale plus rapide sous ce traitement-là, mais pas d'études randomisées qui permettent de montrer que ça fonctionne. Donc, et après, les gens choisissent, mais en fait, il y a eu un tel engouement à Marseille que les patientes, elles adhèrent, hein, les gens adhèrent à ce traitement avec les limites qui leur sont exposées. Florence, pour la prise pour revenir aux anti-inflammatoires, on a des patientes, on voudrait démarrer l'aspégique pour antécédent de prééclampsie. On n'est pas très à l'aise, donc quel est ton sentiment là-dessus? Et aussi un mot peut-être sur la corticothérapie anténatale. Sur l'aspégique, c'est des petites doses, donc on peut le démarrer. Après, il y a des recommandations de la NSM, surtout c'est tout est thérapeutique. Après, il y a une différence entre instaurer un traitement chez une patiente asymptomatique et se poser la question d'un traitement chez une patiente symptomatique. Donc, il ne faut pas priver aussi la population générale, et c'est un message important. Il ne faut pas, pour parler clairement, faire de conneries avec le reste de la population pour le faible pourcentage de patients de Covid+. Donc oui, de la patiente sous aspégique, il faut la mettre. Et après, c'est pareil, on s'était posé la question avec Julie. Je ne sais pas si Julie est toujours là. Si tu veux dire un mot sur anti-inflammatoire et suite de couche. Toujours là. Voilà, vas-y. Si tu veux dire un mot sur anti-inflammatoire et suite de couche, voilà, les anti-inflammatoires, on essaye de ne pas trop les utiliser, mais c'est pas... Pas les stigmatiser non plus, c'est-à-dire qu'une patiente qui a avec des antalgiques usuels mal en postpartum et qui n'a aucun signe évocateur, aucune notion de comptage, il faut rester, je pense qu'il faut continuer de traiter nos patientes comme on a l'habitude de le faire, sans stigmatiser les anti-inflammatoires. Voilà. Ouais, complètement d'accord. Et après, la question des corticoïdes, la suite de ça, c'est les corticoïdes anténatales. Donc ça, c'est une discussion pluridisciplinaire, ça dépend de l'état de la patiente et il y a tout comme attitude en France. Hein. Nous, pour l'instant, sur les patientes, globalement, on les a fait, hein, sur les patientes qu'on a gérées. Mais par exemple, Port-Royal s'est fixé un âge gestationnel en disant, voilà, on ne les fait pas après 30, je crois. Donc là, c'est vraiment en France, c'est très disparate, mais c'est à discuter avec les pédiatres hein, et les anesthésistes en fonction de la symptomatologie maternelle. Très bien. D'autres questions? Alors, il y avait une question sur le recours éventuel au consentement pour l'utilisation de la chloroquine d'un des... Alors, le consentement, dans la mesure où c'est une prescription, nous, on fait signer un papier, on a un document qui est un papier de prescription interne, en fait. Donc, on fait signer un papier pour les prescriptions APHM. À l'IHU, ils ont fait signer, je ne sais pas exactement ce qui se passe à l'IHU
eux recueillent un consentement, je crois, oral, essentiellement. On pourra les inviter si on fait un autre webinaire. La semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Alors, y a-t-il sur Marseille un réseau de sages-femmes libérales ou centres de ville, comme font les généralistes, uniquement dédiés au suivi postnatal des patients de Covid+. Tu réponds? Tu veux répondre? Non, il n'y a pas de réseau dédié de sages-femmes. Il y a les sages-femmes de l'HAD qui se sont portées volontaires et qui sont très, l'HAD obstétricale AP, qui sont très proactives et qui prennent en charge ces patientes, mais il n'y a pas de réseau dédié. D'abord parce qu'en fait, l'attitude, c'est aussi d'essayer de les garder. C'est un peu ce qu'a fait l'IHU au départ de l'épidémie, c'est-à-dire garder les gens confinés, pas parce qu'ils étaient graves, mais pour éviter qu'ils contaminent d'autres gens. Donc en fait, voilà, nous, on a fait sortir quelques patientes, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont gardées. Et dans toutes les unités Covid à l'AP, on les garde et ils sortent quand ils ont 2 PCR négatives. Tu veux dire quelque chose? Les sages-femmes libérales, elles ne peuvent pas tellement intervenir parce qu'elles n'ont pas assez de matériel pour se protéger efficacement. Donc, c'est les sages-femmes de l'HAD si jamais il y avait des patients qui sont sortis en étant encore Covid+. Voilà. Et on faisait en même temps une HAD pédiatrique, en fait, HAD sage-femme et HAD pédiatrique pour la surveillance du bébé les jours suivant la sortie. Alors, est-ce que ça rejoint un peu les autres questions, hein, mais est-ce qu'une mini-unité Covid à 2 chambres dans un service de maternité classique est possible, ou est-ce que c'est mieux de transférer la patiente en unité Covid dans un autre hôpital? C'est quoi la question? Le bébé doit-il être hospitalisé avec sa mère ou bien avec un enfant avec son père en maternité? Alors, l'idée, c'est qu'il soit hospitalisé avec sa mère en maternité. Ensuite, le lieu de maternité, ça, c'est une vraie question. Ça va dépendre en fait du nombre de patients qu'il y a. Là, ça descend en flèche. Je pense que ça va être compliqué de garder des unités Covid avec un personnel dédié dans toutes les maternités de la région. Ça rejoint une question qu'on a eue au début. Pour l'instant, ce n'est pas tranché sur la façon d'organiser. Voilà. Mais il y aura probablement au niveau du GHT, en tout cas 13, une demande pour que sur certaines maternités, ça soit transféré vers des structures plus grosses. Une question pour les pédiatres. On voit dans les recommandations de ne pas faire de clampage tardif du cordon chez les patientes Covid+. Oui, est-ce que c'est factuel ou est-ce que c'est principe de précaution? Je pense que c'est un principe de précaution par rapport au fait que pour les clampages retardés, on va mettre le bébé directement sur sa mère. Mais j'avoue que je comprends pas trop parce que vu qu'on fait quand même un allaitement maternel, je comprends pas trop le principe en fait. Parce que de toute façon, le passage sanguin, a priori, il n'y en a pas. Et ça, de toute façon, il était en contact déjà depuis pas mal de semaines, le bébé. Et si c'est un risque gouttelette, finalement, il est peut-être encore plus important par l'allaitement et la proximité au moment d'une mise au sein. Je ne sais pas trop, je ne comprends pas trop pourquoi, j'avoue. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Hein. J'ai vu des questions de pédiatrie. J'ai vu passer une question sur est-ce qu'il faut voir le bébé tous les jours jusqu'à J10. Alors, peut-être pas tous les jours, mais le principe, c'est qu'un bébé va sortir entre J4 et J6, qui sera revu. Alors, ici, on fait avec l'HAD, il sera revu une fois ou deux. Une fois J7, par exemple, un contact téléphonique à J8 et J9 et revu à J10. Voilà, on fait une alternance. Il n'y a pas non plus un examen clinique tous les jours. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'il sorte à J2, en fait. Donc, s'il sort suffisamment tard, et en gros, qu'il y ait 2 ou 3 examens cliniques par sage-femme, puère, pédiatre, plus l'examen quand même pédiatrique entre J10 et J15. Et effectivement, des appels téléphoniques réguliers jusqu'à J28. Laurence, vous faites sortir les mamans à J4, J6, donc sans les papas, enfin, la maman elle reste seule à la maternité pendant 4 jours? Oui. Et ça pose pas de problème? Nous, en fait, nous, on applique strictement les recommandations du collège. Et je sais que dans le réseau, il y a certaines maternités qui parce qu'ils ont une prévalence faible, une population qui peut être contenue, qui est disciplinée, qui n'applique pas ces recommandations. Mais nous, oui. On est en train de réfléchir à pouvoir faire des exceptions. On en a parlé aujourd'hui.
J'ai vu qu'il y avait une question sur les étiologies des fausses couches. Je crois que c'est Cécile Couteau qui a fait un commentaire. Et donc, les étiologies, on ne peut pas être sûr pour l'instant que c'est de lien cause à effet hein, sur les pertes fétales tardives et morts in utero. On n'a pas tous les résultats, on le saura secondairement. Et puis après, il y a une remarque très juste que tu as faite sur le côté humain de la prise en charge de ces patientes. Voilà, quand tu dis que la patiente était contente de la prise en charge et que c'était la première fois qu'on la prenait en charge avec humanité, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on est cagoulé des pieds à la tête et que pour les patientes, c'est un peu impressionnant et que c'est une des raisons qui font qu'elles ne disent pas qu'elles ont été testées Covid. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça, même si c'est difficile. Et dans les dossiers qu'on a présentés, il y a une des patientes qui est allée consulter dans une autre maternité. Donc, je voudrais attirer votre attention aussi. Si vous avez une demande d'une patiente qui arrive, qui est suivie dans une autre maternité, essayez aussi peut-être de voir s'il n'y a pas une patiente qui aurait été testée Covid positive, qui ne voudrait pas le dire et qui veut changer de maternité au dernier moment. Donc, je pense qu'il faut être peut-être vigilant à ça sur des patientes qui arriveraient comme ça. Bon, nous, on a nos précaires qui posent pas de problème, mais il y a peut-être des patients qui auraient l'idée, je ne sais pas, d'aller accoucher dans une autre mater sans dire qu'elles sont positives, je ne sais pas. Et puis aussi, une fois qu'elles sont guéries, il faut essayer de ne pas les stigmatiser en disant qu'elles sont Covid. Nous, ça s'est passé pour des échographies où d'un coup, les secrétaires se posaient la question de savoir comment on les recevait et tout ça, alors qu'en fait, ça faisait 3 semaines qu'elles étaient négatives. Complètement. Je remarque un commentaire de docteur Valérie Bernard qui effectivement rappelle que la plupart des cabinets de pédiatrie sont ouverts actuellement et que beaucoup de pédiatres aussi se sont investis en téléconsultation. Donc pour les familles vulnérables, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et concernant le topo de Sabine Caminade et à la feuille qu'elle a réalisée pour l'hôpital de la Conception, donc elle a très gentiment accepté à ce que cette feuille soit diffusée sous l'égide du réseau Méditerranée. Et on trouve donc ce topo avec toutes les coordonnées intéressantes dans le site du réseau Méditerranée, dans l'icône et le dossier Covid. Encore une question pour les pédiatres sur le prélèvement du PCR Covid chez le nouveau-né positif. Est-ce qu'il faut le faire au centre du cordon? Est-ce qu'il faut le faire à J3, J4 pour avoir plus de sensibilité? Est-ce qu'il faut faire un prélèvement nasopharyngé ou plutôt rectal? Alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il n'y a pas de franche recommandation au niveau national. Ce qui est fait à la PHM, c'est qu'on fait un prélèvement. Alors, on ne fait pas exactement la même chose dans les deux centres, mais on peut faire un prélèvement plutôt vers HH24. À la naissance, on est parti du principe que le nouveau-né était négatif, donc ce n'est pas la peine de lui faire à la naissance. Les contaminations sont plutôt post-natales. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de faire 3 ou 4 prélèvements. Le premier à H24, le deuxième à J3, le troisième à J7 et le dernier à J10. Et il s'agit bien d'un prélèvement nasopharyngé. Sabine Caminade, si vous êtes toujours là, vous voulez dire un mot sur le webinaire et sur les violences conjugales dans cette période qui est le 24 avril? Enfin, il y a Michel Dunia qui m'a demandé d'en parler. Donc, je sais juste que c'est le 24, mais je ne peux pas en dire plus et que c'est national. On fera une info via le réseau alors. Ouais. Une question également sur la fréquence des retests une fois que les patientes ont été testées. On n'a pas compris. J'ai pas compris. La fréquence des retests. Des retests? C'est quoi la fréquence des retests? D'un nouveau test, quand le premier est positif, à quel moment faut-il le refaire pour s'assurer de sa négativité? Il n'y a pas de faux. Alors nous, en fait, dans l'unité, les patientes hospitalisées, on fait toutes les 48 heures parce que ça permet, quand tu as 2 tests négatifs, de les faire sortir. Donc, mais après, ce que fait l'IHU, ils font J0, J2, J6, J10. Là, je crois qu'ils ont fait sauter le prélèvement à J2, donc ils font J6, J10. Mais après, quand on dit il faut, je pense qu'après, on est plus dans le domaine de la recherche qu'autre chose. Donc, voilà, je pense que les gens, ça dépend de par qui ils sont traités, mais l'important, c'est de savoir quand les gens sont négatifs. Enfin, les femmes. Il y a une question sur le bilan avant césarienne pour une patiente Covid. Et non Covid, non Covid, non. Covid, qu'est-ce qu'on fait comme bilan pour une césarienne non Covid?
Ben, ça dépend aussi de pourquoi on fait la césarienne, hein. Si c'est une patiente Covid asymptomatique, je dirais que je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Valérie, comme d'habitude? On fait On fait une coag en plus. Ouais, Ouais, mais la coag, il y a beaucoup d'endroits où on fait une coag. Et pour la patiente Covid qu'on va faire pour une détresse respiratoire, bah là, on fait l'ensemble du bilan qu'on peut retrouver sur le site, incluant et sur le carreau, voilà. Fonction rénale, bilan de coagulation, voilà, les CPK, le bilan hépatique, voilà, un gros bilan. Mise peau à peau, pas à la naissance. Je crois qu'il n'y a pas la naissance, c'est ça. Tu veux dire un mot? Je peux le dire. Non, non, bah vas-y. Je vois aussi une question sur le pot à pot. Effectivement, on a dit plutôt pas de pot à pot immédiat à la naissance. Alors, il y a quand même un allaitement maternel hein, qui n'est pas contre-indiqué avec port de masque. Mais c'est vrai qu'on est parti du principe par rapport au risque de contamination postnatale de pas de pot immédiat après la naissance. Oui. Voilà, et après, une autre question sur la présence du père en salle de naissance. Ben, nous, comme on accepte le père en salle de naissance, s'il est négatif, testé 2 fois, oui, on l'accepte. Mais en revanche, après, dans le service de maternité, en postnatal, non, on ne les accepte pas. Parce qu'on n'accepte personne, quoi, pour l'instant. D'autres choses? D'autres commentaires? Caroline? On a tout lu, non? Non, moi, je n'ai pas de commentaire, si ce n'est que c'est quand même extrêmement compliqué, cette gestion des pères, des patients qui ont été Covid plus à 33, 34 semaines et qui vont bientôt arriver sur leur zone d'accouchement, et que ça engendre un stress très compliqué à gérer au sein d'une petite équipe et d'une petite maternité, quoi, voilà. Et que ce que vous faites parfois à Marseille ou à l'IHU n'est pas du tout toujours applicable, notamment, par exemple, en termes de prélèvement. Aujourd'hui, on est à court de prélèvement, donc voilà, on ne peut pas tester à J2, à J3. Enfin, je veux dire, voilà, les situations ne sont pas les mêmes partout, quoi, voilà. Et voilà, c'est tout. Mais après, j'ai pas de commentaires. Florence, peut-être si Sophie Tardieu est là, si elle veut dire un petit mot sur son enquête. Et toi, sur ta fille, qu'est-ce que tu veux faire? Non, son enquête, tu as raison, on peut dire un mot. Dans son enquête, c'est une enquête vraiment pour les professionnels et toujours de la même façon. Plus vous serez nombreux à répondre à cette enquête, on va vous envoyer un Google Form qui n'est pas long à remplir et mieux ça sera. Donc, ça part demain. Et puis après, pour la partie de l'enquête prospective, si vous voulez les datas précises de notre exposition en région, il faudra accepter les sollicitations des médecins dont j'ai parlé qui collectent les données, qui vont venir vers vous pour faire signer les consentements aux patientes et récupérer des datas importantes. Dans ces datas, on aura des patientes traitées, on aura des patientes non traitées, donc je pense qu'on aura des données que très peu de régions auront en fait. Elles seront négatives ou positives, peu importe, mais c'est important qu'on ait toutes ces données. Suivi bébé avec le suivi bébé, oui, bien sûr. Oui, dedans, on suit le bébé. Mais dans les mesures des possibilités de chaque centre, parce que des centres, ils ne peuvent pas faire des PCR tout le temps. Oui, quand normalement, la clinique devient. Voilà, et je crois que demain, il y a un autre webinaire avec l'équipe de… Non, je ne sais pas s'il est là, Cyril. Hein, ou Nicolas, tu sais, je crois qu'il y a un autre… Oui, absolument. Effectivement, il s'agit de la 3e édition mise à jour d'une initiative prise par Philippe Dervel à Strasbourg et Cyril Devaux à Cannes, et avec la participation d'une consoeur italienne qui présente à chaque fois ses données, et il y aura également une consoeur virologue. Donc, l'inscription se fait par le biais de InVivox, toujours, et elle est gratuite, et elle s'opère par la même plateforme, je crois, par Zoom. Super, je pense que c'est bon. Absolument. Je vous mets le lien. Pour information. Je vous mets le lien dans le chat.
Et puis, il y a également, pour information, également une initiative, donc un webinaire qui aura lieu mardi prochain à l'initiative de l'ISUOG. Voilà. C'est quoi? L'USIOG. Cette fois-ci, c'est une équipe des collègues de France qui la coordonne. Donc, il y aura notamment Benjamin Deloison, Georges Haddad, Jihad Chaloui qui participeront à ce webinaire de l'ISOG. L'ISEOG, ils ont vraiment fait un super truc. Sur leur site, chaque semaine, il y a eu un webinar et il y a l'expérience de Hong Kong, de Singapour, de Chine sur le triage en amont dans les maternités et le matériel de protection aussi pour les soignants en cas de césarienne, en cas de patient de Covid positif ou à l'accouchement. Bon, c'est en anglais. Il y a 3 nouveaux messages. Quoi? Alors attends, il reste 2-3 minutes, mettez-vous des filtres. Vas-y, il y a une question de pédiatrie. Alors, il faut faire attention effectivement sur les recommandations de l'ASFN par rapport aux filtres pour les nouveau-nés. Il faut savoir que l'utilisation de ces filtres doit être faite uniquement pour les enfants pour lesquels il y a une certitude d'infection à Covid ou bien une très forte suspicion. Donc surtout, ne commençons pas à utiliser des filtres pour tous les nouveau-nés de mère Covid qui ont un trouble respiratoire dont la première étiologie est soit la césarienne, soit, en dehors du travail, soit la prématurité. Donc si on doit utiliser des filtres, il faut surtout avoir des filtres qui sont, qui sont adaptés au type de respirateur. Donc pour le néopeuf, il n'y a pas de filtres qui sont décrits utiles pour ces néopeufs. Donc si les enfants ont besoin d'être ventilés à la naissance parce qu'ils s'adaptent mal, il faut le faire avec les prises en charge habituelles. La pression de la salle d'essence. C'est bon, je pense, non? Bon, le mot de la fin, le clap de fin.